Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 22 mars. J-1 avant la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le président s'est adressé aux citoyens aujourd'hui lors d'un entretien télévisé. Nous verrons qu'il n'a pas éteint le feu de la contestation. Direction également les Jeux paralympiques des métiers qui se tiennent à Metz du 23 au 25 mars pour les 10e internationaux Abilympics, une compétition pour les personnes en situation de handicap. Colline l'expert sera notre reporter sur place lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis nous irons également sur les bords de la Moselle, sur les traces des castors, plus particulièrement réintroduits il y a 40 ans en Lorraine, le tout aux côtés du groupe d'études des mammifères lorrains. Et puis on sort le parapluie mais pas la doudoune. Pour demain, la journée sera marquée par des averses mais aussi des températures douces. 10 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Il rêvait d'en faire son métier, il rêvait également de pluralité dans les médias et de créer un autre journal sur le territoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a réussi à bousculer les codes du paysage médiatique lorrain. Jean-Pierre Jagère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'Hebdo La Semaine et vous en avez été le directeur des publications jusqu'en mars 2020. Le premier numéro est sorti en mars 2005, mais non sans mal. Et c'est cette bataille juridique, journalistique et humaine que vous racontez dans votre ouvrage Psychose de presse à Metz, aux éditions Metz Libris, livre qui sort ce 23 mars. On va en parler dans quelques instants, le temps de développer le reste de l'actualité. Il ne s'était pas exprimé depuis l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français aujourd'hui à 13h. Lors d'une interview télévisée, le chef de l'État a réaffirmé son souhait de voir la réforme s'appliquer sans bousculer le calendrier préétabli. Un discours qui est loin d'avoir atténué la colère des citoyens. C'est un reportage de Valentin Piovesan. 36 minutes pour tenter d'apaiser les tensions. Le chef de l'État a été scruté, mais rien n'y fait. Les Français restent perplexes sur sa prise de parole. Il ne maîtrise plus trop la situation. Il aurait dû peut-être prendre la parole avant, mais ça va être dur. Les gens en ont marre. Je ne pense pas que ce soit une façon de s'adresser aux Français et que la sincérité, c'est quand même ce que tout le monde aimerait trouver chez quelqu'un. On se rappelle de De Gaulle, quand il a pris sa parole en 68, c'était encore pire le lendemain. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, les partenaires sociaux l'ont écouté avec attention. Emmanuel Macron se dit prêt à réengager un dialogue avec les syndicats et regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Un discours qui n'est pas recevable selon eux. Le gouvernement nous adresse des bras d'honneur, car c'est vécu comme tel, l'utilisation du 49.3, les déclarations méprisantes du président, le maintien d'Elisabeth Borne dans ses fonctions aujourd'hui et même le soutien réaffirmé. Sont vraiment vécus comme des bras d'honneur à tout ce que peuvent dire les Françaises et les Français depuis plusieurs semaines. Mais nous, on continue à lutter. Les syndicats gardent espoir de voir le report de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Demain, ils seront mobilisés un peu partout en France. À Metz, le rendez-vous est donné à 14h, place de la Gare. Les forums de l'emploi et autres job dating se multiplient en ce début d'année et touchent tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, ce mercredi, l'entreprise FC Metz Stadium a organisé la 4e édition du job building. Pour l'occasion, plus de 5000 postes étaient à pourvoir avec tout type de contrats, dont l'intérim qui connaît un réel essor. Reportage d'Aymeric Guillaume. Même si le taux de chômage est historiquement bas en Moselle avec 7,2% en 2022, l'emploi continue de faire face à la pénurie de personnel. Parmi les nombreux job dating initiés dans le département, la 4e édition du job building a mis en avant différents stands et propositions, dont le contrat d'intérim qui devient une réelle possibilité d'emploi pour les demandeurs comme pour les entreprises. On en a aussi pas mal qui veulent faire de l'intérim, qui refusent le CDD, CDI. Pour eux, l'intérim, c'est une sorte de liberté. Et au niveau de l'entreprise, l'intérim, ça apporte quoi en garantie plutôt qu'un CDD ou un CDI ? Ça leur permet d'éviter de faire toute la paperasse, tout ça de leur côté. Et puis de tester les gens avant, pourquoi pas, de les embaucher en CDD, en CDI à la suite de la mission d'intérim. L'emploi intérimaire a bondi de près de 40% en 2 ans dans le département. La Moselle se démarque dans le Grand Est avec une hausse de 23% de l'emploi intérimaire au dernier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Alors évidemment, cette possibilité de travail temporaire est mise en avant lorsqu'il est question d'emploi. Je cherche les intérims parce que c'est plus facile de trouver un travail.
que de trouver dans les entreprises même. Et c'est plus facile d'intégrer sans diplôme ou avec diplôme. Et je pense que ça sera plus facile pour moi. On cloisonne souvent l'intérim à des missions de courte durée. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment peut-être la possibilité d'accéder à des longues missions, voire à de l'intérim, à du CDD, voire du CDI. Pour une meilleure lisibilité, le salon s'est articulé en 3 espaces, le recrutement, la formation mêlée à l'orientation et enfin un espace conférence et atelier pour celles et ceux qui seraient à la recherche de conseils. De leur côté, les sociétés de travail temporaire ont profondément changé leur mix de compétences pour s'adapter aux besoins de personnel des entreprises. Top départ pour les 10e internationaux Abilympics qui se tiennent à Metz du 23 au 25 mars. La cérémonie d'ouverture se déroule ce soir. Colline, bonsoir. En quoi consistent ces compétitions ? Bonsoir Uranie, effectivement la cérémonie d'ouverture va débuter d'ici quelques minutes juste derrière moi aux arènes de Metz. Alors il s'agit d'une compétition mondiale des métiers des personnes en situation de handicap. C'est la seconde fois que cet événement se déroule en France. Je suis aux côtés de la vice-présidente d'Abilympics France, Sylvie Eslan, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer à qui s'adresse la compétition et quel est l'objectif d'un tel événement ? Alors l'objectif, je vais d'abord parler de l'objectif. L'objectif d'un tel événement, c'est de montrer que handicap et compétences, ça se conjugue. C'est le premier objectif. L'objectif aussi, c'est de rassembler le maximum de personnes en situation de handicap de 25 pays ce soir et de leur proposer la même épreuve. Sans aide extérieure, ils font réaliser un travail et l'idée c'est d'avoir mis aussi en même temps, conjointement, la compétition de la région Grand Est. Donc effectivement, on est dans l'inclusion, c'est-à-dire que chacun va courir sa compétition, mais au sein du même lieu et du même temps. Oui, on comprend bien que l'objectif est de valoriser les situations, les personnes en situation de handicap. Alors maintenant, pouvez-vous nous dire comment vont se dérouler ces 3 jours et quels sont les temps forts de cette édition des Abilympics ? J'ajoute juste un petit détail, c'est valoriser, mais prouver aussi qu'on peut faire quand on est handicapé, qu'on peut faire un métier, qu'on peut faire développer des compétences et montrer aux entreprises, aux collégiens, aux familles de personnes handicapées que c'est possible et qu'on peut arriver très haut en termes de qualification. Alors en ce qui concerne les temps forts, ce soir c'est la cérémonie d'ouverture, c'est le moment où tout le monde se retrouve, fait éclater sa joie de se retrouver. Après, demain, nos candidats prendront en possession de leur poste de travail pendant la journée pour savoir où est-ce qu'ils sont, comment ils sont bien installés, etc. Après, vendredi et samedi, ce sera la compétition sur 6 heures d'affil en deux fois, deux jours de suite. Il se passera, alors certains candidats passeront le premier jour, d'autres le deuxième jour. Et vendredi et samedi soir, ce sera la cérémonie de clôture, la remise des médailles et j'espère le maximum de satisfaction pour tous. Merci Sylvie Eslan. Et pour l'instant, place à la cérémonie d'ouverture. Avec grand plaisir. Sachez Uranie que les compétitions sont publiques et vous pouvez y assister à la foire exposition de Metz. Merci beaucoup pour ces explications, Colline, et merci également à Jérémy Forobert pour la partie technique. D'ailleurs, parmi les sélectionnés pour représenter la Moselle et la France lors de cette compétition, le sculpteur sarrebourgeois Sébastien Potvin. Alors, si vous connaissez sans doute la sculpture sur bois ou encore la sculpture sur glace, savez-vous que lui sculpte les fruits et les légumes et il devra performer dans cette discipline. Nous l'avons suivi lors des derniers préparatifs. Regardez. C'est bien, tu as préparé ton potiron dans les temps impartis, là, tu vois. Toujours le timer à l'œil, tu vois, donc t'es bien. À quelques heures du concours, la tension monte pour le trentenaire. Le stress qui commence à venir de plus en plus. Et le jour J, avec le public qui sera là, ça va être différent. Le jour J, le sarrebourgeois aura seulement 4 heures pour réaliser 2 smoothies, créer une composition de légumes et une assiette de fruits qui représente un sport olympique. Pour peaufiner les derniers détails, voilà, c'est bien. Il peut compter sur les précieux conseils de son coach. Là, tu vois, sur cette partie-là, tu vois, tu peux bien arrondir, qu'on ait quelque chose de bien net, tu vois, sur le potiron. On va essayer d'améliorer le temps parce que nous, sur les entraînements, on est environ à 3h30, fini, dressé. C'est vrai que le jour J, avec tout ce qui peut se passer autour, on essaye encore d'essayer de grappiller, même si ne serait-ce que 1 à 2 minutes, qu'on puisse avoir une marge de manœuvre. Employé de restaurant pendant 10 ans, le cuisinier de l'ESAT L'Éventail s'est lancé dans la sculpture de légumes en janvier dernier. Chaque fruit et légumes est différent à sculpter. Même les fruits, c'est encore différent. Et découvrir le toucher des légumes, tout ça, j'aime bien. Ouais. Épluché, taillé, affiné. Depuis, il répète chaque jour pendant 2 heures les mêmes gestes. Ouais, un nouveau défi pour moi, c'est voir
ou si je suis capable de faire des autres choses que la cuisine. Avec ses économes et ses couteaux, le sculpteur est capable de faire de la magie avec un simple concombre. Mais certains fruits lui donnent parfois du fil à retordre. C'est comme la mangue, là que je vais faire l'assiette, il faut qu'elle ne soit pas trop mûre. Pour les décorations aussi, et pour le smoothie, il faut que ça soit bien ferme. Après la pratique, place à l'inspection. Hygiène, décoration, respect des consignes, combinaisons harmonieuses et artistiques, tout est passé au crible. Sébastien, c'est quelqu'un qui a constamment envie de progresser, constamment envie de faire de la nouveauté au niveau de la cuisine. C'est quelqu'un qui aime toucher un petit peu à tout et on peut le voir encore aujourd'hui. Éplucheur en main, le sculpteur est désormais prêt à affronter les candidats du monde entier pour défendre les couleurs de la France et de la Moselle. La région avait annoncé la fermeture d'une dizaine de lycées dans le Grand Est pour faire des économies. Parmi les établissements concernés, le lycée professionnel Pierre et Marie Curie à Frémin-Merlebac. Et c'est bien le lycée professionnel Ernest Cuvelette à Frémin-Merlebac également qui récupérera les effectifs et les formations dispensées. Mais avant, il faudra réaliser des aménagements, des extensions nécessaires, le tout pour un investissement de 18 millions d'euros. Idem pour le lycée pro Hurlevent de Bérennes-les-Forbach qui doit fusionner avec le lycée de Blaise de Forbach pour 22 millions d'euros, le tout d'ici fin 2025 normalement. Vous le savez, le mercredi, on s'intéresse à l'environnement. Aujourd'hui, plein phare sur les castors. Il y a 40 ans, le castor a été réintroduit à Thonois, en Meurthe-et-Moselle. Il n'était d'abord que 4, puis ils ont laissé place à leur descendance, dont une partie s'est installée le long de la Moselle. S'il est difficile d'apercevoir cette espèce protégée en journée, de nombreux indices de sa présence se trouvent en bord de rivière. État des lieux avec Colline l'expert. Vous avez ce qu'on appelle une sente avec une montée sur berge. C'est une question d'habitude, hein. On les repère facilement, voilà, c'est là où le castor va monter. Remonter en bord de rivière pour aller se nourrir. À cette période, l'espèce est aussi en plein chantier d'hiver, facilement repérable dans la nature. Tous les arbres qui sont couchés là ont tous été coupés par le castor. Et taillés en crayon, une découpe bien caractéristique. Ces mammifères semi-aquatiques végétariens se régalent principalement de noisetiers ou de saules, comme celui-ci fraîchement grignoté. Si les indices de présence sont nombreux, pas de barrage en vue dans le coin. Il y a toujours suffisamment d'eau pour lui se déplacer pour aller se nourrir. Et alors que par exemple sur les petits ruisseaux, il va construire un barrage pour faire monter l'eau, pouvoir se déplacer pour aller se nourrir et aussi assurer que l'entrée du terrier-hutte est toujours sous l'eau. Un terrier-hutte où cet animal nocturne passe d'ailleurs ses journées. Le groupe d'études des mammifères de Lorraine travaille donc avec des caméras nocturnes pour établir des cartographies et mieux protéger les castors. Comme c'est un animal protégé, par exemple les piégeurs ne pourront plus utiliser de pièges létaux. Ils pourront utiliser pour attraper par exemple les ragondins que des cages où l'animal reste vivant et ils doivent aller relever les cages et si c'est un castor, le relâcher. Donc la liste des communes où le castor est présent est envoyée au conseil de la chasse, mais aussi à la préfecture. C'est parce que les castors ont longtemps été chassés pour leur viande et leur fourrure qu'ils sont désormais protégés. Aujourd'hui, ces rongeurs palmés semblent bien installés en Moselle. De petits castorins devraient d'ailleurs voir le jour d'ici le mois de mai. À présent, on va ouvrir une page culturelle. Cette semaine, dans la boîte à malice, Alicia Hublot rencontre l'écrivaine Isabelle Flaten à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Un honnête homme. Elle vous fait également découvrir la toute nouvelle exposition de l'Arsenal, mais aussi un tout nouveau groupe dans le paysage mosellan, Chloé Inside, un duo cyber-pop-rock qui dévoile son premier album, Dystopique. Ça se traduit par beaucoup de contrastes, ça se traduit déjà par du rock et beaucoup d'énergie, en tout cas c'est ce qu'on a voulu. De l'électro du coup pour le côté futuriste, et puis des thématiques surtout, des thématiques de questionnement sur où va-t-on en tant qu'être humain, en tant que société, voilà, en tant qu'espèce. C'est ça, en tant qu'espèce. On essaie de projeter ces interrogations-là dans un futur évidemment exagéré pour en montrer les excès, et du coup ça donne nos thématiques de chansons, quoi.
Un entretien musical à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice et bien évidemment sur notre site internet. En attendant, c'est avec Jean-Pierre Jagère que nous allons nous entretenir, le fondateur du journal La Semaine, qui vient d'éditer et d'écrire un livre Psychose de presse à Metz. Jean-Pierre Jagère, bonsoir. Bonsoir. On pourrait presque croire à un polar avec cette couverture qui attire et ce titre, Il faut tuer la semaine, Psychose de presse à Metz. Mais il s'agit bien d'un livre qui retrace la naissance du journal La Semaine, un projet fou dans un paysage médiatique très fermé à l'époque. Dès le départ, les personnalités locales ne croient pas en ce projet-là. Vos anciens employeurs du Républicain Lorrain parlent de concurrence, que ça ne tiendra pas. Il y a une sorte de guerre qui s'installe finalement. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans cet ouvrage, avec intimidation et pression. En tout cas, c'est ce que vous écrivez. Est-ce que déjà, vous vous attendiez à ces réactions en 2004-2005 ? Non, je ne m'y attendais pas. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, écrire un livre, 18 ans après, et relater essentiellement le lancement du livre, c'est pas forcément évident. C'était plus simple de dire La Semaine et moi, et voir comment ça a bougé. Mais à l'époque, c'était un temps et une configuration particulière. C'était aussi la première fois depuis 80 ans qu'on créait un titre de presse générale à Metz, et c'était Metz et cette Lorraine Nord à un moment stratégique où on était sûr qu'on allait avoir le TGV quelques années après, où Pompidou était sur les rails, on savait qu'on allait l'avoir, on avait le Luxembourg qui était en train d'exploser, le déplacement des hôpitaux qui se faisait, donc plein de choses qui avaient l'air coincées depuis 30 ou 40 ans, tout d'un coup prenaient de l'allure, et moi, en face de cela, compte tenu de mon expérience professionnelle de journaliste, mais celle aussi de directeur de foire et directeur de société, je me suis dit qu'il y avait des choses à dire et pour aider encore, à ce développement. Et là, paradoxalement, effectivement, au moment du lancement, je me suis retrouvé devant un mur avec pratiquement la totalité d'un corps économique, politique et administratif qui s'est fermé à quelques exceptions près. Et donc, à l'époque... C'est pour ça que vous avez choisi ce titre. D'où ce titre, parce que ce titre, je ne l'ai pas inventé. Psychose de presse à Metz, oui, c'est moi qui le dis. Mais Il faut tuer la semaine, ça a été un communiqué très officiel du journal en place pour dire qu'il s'agissait de régler cette affaire-là le plus vite possible. Alors je trouve que c'est intéressant, d'une part parce que les acteurs ont changé, donc il n'y a plus d'animosité personnelle ni quoi que ce soit. Qui plus est, ceux qui avaient dit ça, ensuite ont collaboré la plupart du temps avec la semaine, donc tout va bien, mais je trouve que presque sociologiquement, c'était intéressant de se rendre compte comment à un moment donné, une société ou un paysage peut être presque pris en otage par des intérêts particuliers. Alors finalement, dans ce contexte à l'époque, qu'est-ce qui vous a fait tenir ce projet ? Ah mais quand c'est fou, alors moi j'avais envie de créer un journal, donc ça c'était apporter la nouveauté, vouloir dire des choses. Quand tout d'un coup vous vous rendez compte qu'en créant ce journal, et on a eu un certain nombre d'amis à côté de vous, plein de gens vous tapent sur la figure, ça donne encore plus envie. C'est plus dur, mais ça a encore plus de mérite. Et souvent je dis que notre journal qui aurait pu simplement être un journal nouveau est devenu le journal qui avait le courage de paraître. Et le sentiment du courage est beaucoup plus durable dans le temps. Des gens encore aujourd'hui me disent « Ah ben donc, tu as eu les choses pour le lancer ». Donc ça nous a construit. Alors à un moment, vous écrivez, et c'est parce que l'arrivée d'un nouveau média est considérée comme impossible que ce sera jouable. Et ça se vérifie puisque le premier numéro sort au mois de mars 2005. Qu'est-ce que vous retenez de cette première parution ? Alors il y a eu une parution pilote, si on peut dire, un projet zéro. Un numéro zéro. Mais celle qui est vraiment parue. Le premier, même, vous savez, quand vous avez longtemps rêvé à quelque chose, le jour où vous le voyez, moi, la première fois où j'ai vu une dame se promener sur un trottoir avec la semaine en main, j'ai eu envie de l'embrasser. Parce que vous avez l'impression que, vous savez, quand dans nos métiers, le vôtre comme le mien, on jette des bouteilles à la mer en permanence, et on ne sait pas si elles vont être récupérées, si la personne qui la récupère va l'ouvrir, va comprendre le message qui est dedans, et quand tout d'un coup des gens vous disent « ça y est, j'ai compris, je ressens comme vous, on a envie de vivre la même aventure », c'est fantastique. Et donc ça s'est nourri très très vite de ce retour-là, et puis un certain nombre de gens, enfin le président du Conseil Général notamment avait eu le courage de nous soutenir tout de suite, les maires de Thionville, Amnéville aussi, et donc au bout de 6 mois, l'affaire était gagnée. Ensuite il y a encore eu un certain nombre de batailles juridiques et de trucs comme ça, mais on savait bien qu'on existait. Et donc c'est cette période-là, c'est ce basculement-là entre l'envie de quelqu'un, une situation et la création de quelque chose que j'ai voulu raconter. Est-ce que vous gardez d'autres moments en tête, des moments forts de ces premières années de vie de la semaine ? Alors les moments forts, ça a bien sûr été le TGV.
Parce que moi j'ai milité dans les années 80 pour qu'on ait à partir du moment où Paris-Lyon était fait, on faisait partie de ceux qui bougeaient pour qu'on ait aussi cette ligne. Le jour où il est arrivé, où ça nous a changé notre vie par rapport à la relation Paris, c'était important. Et puis Pompidou, pour moi, c'était le type même de la façon de passer dans une autre époque. Et au moment de Pompidou, il y a eu un certain nombre de trucs. L'hiver 2007, notamment, le chantier était en rade, le bureau d'études était coincé. Il y avait une campagne électorale où certains disaient « ouais, c'est trop cher, ce truc ». Enfin, et nous, on s'est battus comme des fous parce que je trouvais que ça nous donnait de l'air. Et moi, j'ai voulu donner de l'air en créant ce journal. Et je trouve que collectivement, on a encore tous, aujourd'hui, comme hier, besoin d'air. Alors, est-ce qu'avec le recul, vous pourriez refaire tout à l'identique sur ce journal-là? La volonté, oui. Mais je ne le referai pas à l'identique parce qu'en 2005, même si on savait que les réseaux sociaux, le numérique, nous on a pu se créer parce qu'il y avait déjà eu une révolution numérique à l'intérieur de la fabrication des journaux, de 7 ou 8 métiers à l'époque où il y avait le plomb, la composition, on était passé à 2 ou 3 métiers. Il y a très longtemps aussi, pouvait créer un journal celui qui avait une usine, une industrie, une imprimerie pour le faire. Au début des années 2000, on pouvait louer 3 heures ou 4 heures de rotative. Donc tout ça, ça a facilité. Mais ensuite, je veux dire, la révolution suivante, donc celle du numérique, est vraiment arrivée. Et ce qui est un peu amusant comme clin d'œil, vous savez que la semaine ne devait pas s'appeler la semaine. Elle devait s'appeler Voix libre. Parce que j'étais tellement polarisé par mon idée de métropole entre Metz et Thionville que j'avais envie d'ouvrir cette voie-là. Et ensuite, quand on a créé un premier site test pour voir si notre machin fonctionnait, on s'est rendu compte que le nom, la semaine.fr, n'était pas déposé. J'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit, au moins, quand demain ils taperont la semaine, ils seront chez moi. Pour terminer, ce livre, vous deviez de l'écrire ? Alors je m'étais promis de l'écrire. Alors, je me devais de l'écrire d'une part par rapport à ma famille à qui j'ai emprunté un temps complètement fou. Vous savez, à 55 ans, au lieu de partir tranquillement vers une retraite dans une structure qui vous garantit des choses et vous remettez tout sur le tapis, vous vendez une maison et vous travaillez jour et nuit, c'était pas évident. Donc pour mes petits-enfants, je suis content de leur donner ce bouquin. Pour ceux qui m'ont accompagné aussi, et puis des tas de gens qui m'ont fait signe, qui nous ont fait signe tout au long du chemin en disant « on ressent comme vous ». Et c'est le... Vous savez, moi, j'ai connu la presse avant, à un moment plus enthousiasmant, je trouvais. J'ai connu le moment aussi où on nous disait « attention, n'écrivez pas trop long, les gens ne lisent pas. Pas trop intelligent parce qu'ils ne comprendront pas ». Et ça m'énervait. Moi, j'ai choisi de demander aux lecteurs de nous faire confiance, mais nous, on leur fait confiance aussi. Si un sujet est bon, la personne va s'y plonger, elle le lira. Si c'est pas bon, que ça soit court ou pas, elle passe à côté. Alors les pressions, la bataille pour l'obtention des annonces légales, la création des suppléments de l'antenne à Nancy, vous retracez bien sûr toutes ces grandes étapes et en même temps vos doutes, vos envies, vos rêves, de nombreuses anecdotes que vous pourrez donc retrouver dans ce livre. Il faut tuer la semaine, Psychose de presse à Metz, au prix de 19 €, en vente donc dès demain, le 23 mars, dans toutes les librairies indépendantes de Metz et Thionville. Et puis par la suite, il y aura un système de commande qui sera créé. Merci beaucoup Jean-Pierre Jagère pour votre venue sur ce plateau. À très bientôt. Merci. Et pour conclure, direction le club de la presse à Metz pour l'image du jour, un sentiment de joie lorsque cette banderole à l'effigie de notre confrère Olivier Dubois a été retirée ce midi de la fenêtre du club. Olivier Dubois, journaliste qui vient d'être libéré après 711 jours de détention. Il avait été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, par un groupe lié à Al-Qaïda. Katia Guyos, directrice de cabinet à la mairie d'Amnéville, et Élise Descamps, journaliste à La Croix, toutes deux en charge du comité de soutien, ont donc enlevé son portrait en compagnie d'autres journalistes messins dans une explosion de joie, comme vous le voyez sur ces images. Pour rappel, Olivier Dubois est revenu en France ce mardi à la base aérienne de Villacoublay, accueilli par sa famille, mais également le président Emmanuel Macron. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, Jean Milon fera face au pianiste mosellan Jonathan Fournel. Et puis vous pouvez ouvrir une nouvelle boîte à malice dès 19 h. Très belle soirée à tous et à demain.